Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Triangulons l'info, votre programme contre la désinformation en Afrique de l'Ouest en partenariat avec Westaf News à Dakar au Sénégal et Bembéré au Mali. Programme à suivre par quinzaine sur la West Africa Democracy Radio 94.9 FM à Dakar. Vous pouvez également le retrouver sur nos différentes plateformes en ligne, Facebook, Instagram, YouTube, X, ex-Twitter et sur celle de nos partenaires Westaf News et Bembéré. Dans cette émission, nous vous proposons à travers diverses rubriques tout ce qu'il faut savoir sur la désinformation en Afrique de l'Ouest, mais aussi comment vous protéger contre cela. Nous vous aidons à comprendre et à faire la différence entre la vraie et la fausse information. Nous vous parlons également des dangers de la désinformation, comment ne pas en être victime et comment s'en protéger. Eh bien, dans ce 4e numéro de Triangulons l'info, nous vérifierons s'il y a effectivement une piste d'atterrissage d'avion dans un village du Bénin, proche de la frontière avec le Burkina Faso. Une information largement partagée sur les réseaux sociaux dans un contexte diplomatique tendu entre le Burkina Faso et le Bénin. Ouagadougou accuse Cotonou de faire partie d'un complot visant à le déstabiliser. Dans un contexte de désinformation au Sahel, nous vous dirons également comment se protéger contre la désinformation venant des sources officielles. Nous terminerons par le Sénégal où des chiffres circulent sur le nombre de divorces enregistrés par an dans le pays. On parle d'un peu plus de 126 000 cas, soit près de 350 divorces par jour. Ces chiffres sont-ils vrais? Nous vous apporterons des précisions dans ce programme. Voilà ainsi présenté le sommaire. Top, c'est parti. Dans la vérification express du jour, intéressons-nous à la situation diplomatique tendue entre le Burkina Faso et le Bénin sous fond d'accusations de déstabilisation. En effet, il y a 3 semaines, le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a accusé son voisin, le Bénin, de faire partie d'un complot planifié par la France pour déstabiliser le Burkina Faso. Depuis, des images et des vidéos circulent sur les réseaux sociaux dans lesquelles on y voit un avion cargo atterrir sur une piste en terre rouge. Sur toutes les publications, il est indiqué que cet avion cargo a pour habitude d'atterrir sur une piste aménagée dans un village béninois frontalier au Burkina Faso. Selon les publications, il y débarquerait du matériel militaire à des groupes armés pour déstabiliser le Burkina Faso. Mais qu'en est-il exactement? Nous avons posé la question à Samira Sabou, journaliste blogueuse nigérienne, qui a vérifié ces images et ces vidéos et surtout cette information. D'abord, Samira Sabou, pourquoi était-il important pour vous de vérifier cette information? J'ai décidé de vérifier parce que la désinformation crée des problèmes très graves au niveau de la cohésion entre les peuples. Elle crée des problèmes de paix entre différentes nations. Donc, quand on dit qu'un avion a atterri pour déstabiliser un autre pays, je pense que cela doit tous nous interpeller et surtout quand ce n'est pas vrai. Donc, raison de plus pourquoi j'ai procédé à la vérification de cette vidéo pour rétablir la vérité. Donc, parce que quand les gens se sentent aussi en insécurité, souvent aussi, ils vont se faire justice entre eux. Donc, au lieu de laisser les institutions faire le travail qui leur revient. Donc, il n'est pas aussi fortuit de dire que si cette désinformation, en tout cas, est apparue, c'est suite aussi aux propos d'un chef d'État qui a fait ces allégations. Donc, il faut aussi que certains responsables fassent attention, je pense, à leurs propos ou du moins à la manière de les apporter parce que souvent, on doit se dire qu'on n'a pas une population qui est très instruite. Souvent, dans nos pays du Sahel, nous avons une population qui est analphabète jusqu'à hauteur de 70% pour certains de nos pays. Donc, quand ils entendent certaines informations et qui sont présents sur les réseaux sociaux de surcroît, il est très facile d'aller dans la subjectivité et de créer aussi des informations pour confronter les propos que diront certaines autorités. Alors finalement, qu'en est-il de ces images et ces vidéos d'un avion cargo qui atterrirait sur une piste dans un village béninois frontalier au Burkina Faso? Est-ce qu'elles sont vérifiées? Après avoir recoupé les faits, après avoir utilisé les principes d'image renversée, nous avons convenu, en tout cas nous avons vu que c'est une vidéo qui a été tournée au Tchad en décembre 2023
Et c'est la vidéo d'un porteur de Bar Aviation qui atterrissait dans le parc de Zakouma, donc au Tchad, et suite au retour aussi de plusieurs rhinocéros. Donc on voit les mêmes photos, exactement les mêmes images, le même avion. Donc ces mêmes photos ont été partagées par le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable du Tchad, où on voit en effet plusieurs responsables portant des tenues de militaires tchadiens. Donc voilà les faits. Donc, en conclusion, Samira Sabou, vous confirmez après vérification que ces images et ces vidéos de cet avion cargo qui ont circulé sur les réseaux sociaux ont été sorties de leur contexte. Nous arrivons à la conclusion que ces images et ces vidéos sont réelles. Mais par contre, ces images et ces vidéos ont été sorties de leur contexte pour leur donner une autre interprétation. Et cette autre interprétation cadré avec un moment particulier où un chef d'État a dit que les pistes du Bénin étaient utilisées pour tenter de déstabiliser son pays. Donc, est-ce que ceux qui ont sorti ces éléments de leur contexte avaient pour première intention de nuire? Est-ce que ceux qui l'ont repartagé par après ont pris le temps de vérifier? Il y a beaucoup de questions à se poser, ce qui démontre justement qu'il y a beaucoup de travail à faire en matière de sensibilisation quant à l'usage éthique des médias sociaux. Samira Sabou, quel conseil avez-vous à donner pour se protéger contre ce genre de fausses informations? Donc les conseils que nous avons à donner, en tout cas pour se protéger contre ces fausses informations, c'est que le premier conseil, faites attention à ce que vous partagez peut mettre aussi en péril la vie de vos concitoyens et la vie d'autres concitoyens. Donc, nous, les conseils que nous avons à donner, c'est que les gens aussi doivent vérifier si l'information vient de sources officielles. Donc, surtout les informations qui relèvent de la question sécuritaire. Ce sont des informations qui sont très sensibles, qui mettent des vies en jeu, qui mettent des familles en jeu. Donc, en dehors de ça, il y a des outils qui existent. Donc, les images inversées. Aller chercher aussi si l'information a déjà été partagée par des médias crédibles ou des acteurs des médias sociaux crédibles. Et à ce niveau, nous encourageons nos autorités, en tout cas, à reconnaître certains acteurs sur les médias sociaux. Merci à vous, Samira Sabou. Vous étiez en ligne avec nous de Niamey, au Niger. Je rappelle que vous êtes journaliste blogueuse nigérienne. Dans la partie décryptage, nous vous expliquons comment vous pouvez vous protéger contre la désinformation venant de sources officielles. Dans un contexte de désinformation au Sahel, on est de plus en plus confronté à une forme de manipulation de l'information à dessein, venant souvent des sources officielles, directement ou indirectement. On en parle en ligne de Bamako avec Aliou Amadou Diallo de la plateforme de vérification d'informations Bembere au Mali. Bembere qui est partenaire de ce programme. Bonjour Aliou Amadou Diallo. Bonjour. Les sources officielles sont réputées pour apporter des précisions ou des informations justes par rapport à un sujet donné. Alors aujourd'hui, on assiste de plus en plus à un changement de donne où on fait souvent face à des sources officielles souvent à l'origine d'informations pas vérifiées. D'abord, quel constat faites-vous ? Alors, c'est une réalité. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, surtout dans notre région, les sources officielles, c'est des sources qui se sont versées, on va dire, pour leurs intérêts personnels dans la désinformation d'une façon ou d'une autre. Et ces sources-là les font de façon très bien et ça consiste à remplir des agendas politique et donc c'est un constat aujourd'hui et qui peut être directement rattaché aux sources officielles ou de façon aussi indirecte quand les sources officielles utilisent d'autres acteurs pour répandre la désinformation. Mais quand on enquête et qu'on essaie de voir d'où ça vient, et rapidement on se rend compte que c'est des officiels qui passent leurs messages à travers d'autres types d'acteurs sur les médias sociaux surtout. Elles essayent
à leur niveau aussi d'utiliser les fausses informations pour vraiment servir leur propre intérêt. Avec le fait que la plupart des jeunes aujourd'hui s'informent, surtout via les médias sociaux, c'est que ces sources officielles essayent quand même d'occuper aussi l'espace en ligne, les médias sociaux où ils parviennent avec l'accompagnement et le soutien d'autres acteurs qui sont, par exemple, déjà très suivis et à polluer le débat et à faire de la désinformation en allant dans le sens qu'elles souhaitent, elles, les sources officielles. Comment expliquer qu'on arrive à cela aujourd'hui, c'est-à-dire voir des sources officielles, surtout dans un contexte géopolitique tendu, particulièrement au Sahel, voir ces sources officielles partager des informations pas vérifiables? Alors, je pense que quand on essaie de voir quand même l'historique du fact-checking, c'est que les États ont toujours été plus ou moins des acteurs de la désinformation. On peut dire que c'est la forme qui a changé et surtout l'ampleur du phénomène avec l'utilisation de l'outil médias sociaux qui est très nouveau dans le phénomène et aussi que ça devient comme si c'était industrialisé, comme si c'était reconnu. Parce que quand un État met en place tout un système avec vraiment une galaxie de pages Facebook, des comptes sur X ou des comptes sur YouTube et que l'ensemble de ces comptes travaillent ensemble pour déployer une désinformation dans un pays, ça répond à un agenda d'endoctrinement, si vous voulez, du peuple parce qu'on sait que les jeunes qui peuvent servir ou qui peuvent être des soutiens ou qui peuvent sortir ou manifester pour tel ou tel, comment est-ce qu'il faut avoir ces jeunes-là et leur faire croire ce qu'on a envie de les faire croire, c'est qu'il faut passer par les médias sociaux où les jeunes-là s'informent beaucoup plus. Et donc, les médias sociaux sont devenus un outil au mains de ces autorités, de ces officiels dans ces pays pour orienter les jeunes, orienter la pensée publique vers le sens qu'elles souhaitent. Et donc, ça répond vraiment à un besoin de ralliement du peuple et aussi ne pas permettre quand même à un certain nombre d'acteurs, surtout des jeunes, la population de façon générale, de comprendre un certain nombre de choses et ne pas se soulever, on va dire. C'est une façon de contrôler le peuple et de contrôler la pensée du peuple pour que le peuple pense comme il le souhaite. Est-ce qu'au niveau de votre plateforme de vérification des faits Bembéré au Mali, vous avez travaillé ou bien observé un cas de désinformation venant d'une source officielle? Alors, au niveau de Bembéré, pour nous, oui, on observe des cas de désinformation. Ici, au Mali, les sources officielles, oui, il y a des cas de désinformation qu'on peut recenser en ligne et qui viennent d'un certain nombre d'acteurs qu'on pourrait quand même penser qu'ils sont plus ou moins proches ou qu'ils reprennent quand même de la désinformation pensée ailleurs. Mais c'est très difficile de rattacher directement cette désinformation à une source officielle connue. Et aujourd'hui, au Mali, on a l'exemple quand même de quelques cas, des informations qui ont été sorties de leur contexte. Je me rappelle de cet exemple il y a quelques mois d'une déclaration d'une personnalité américaine qui a été diffusée sur la télévision nationale au RTM, expliquant qu'il s'agit là d'un soutien envers telle ou telle autorité, alors que les propos de cette personnalité américaine a été tout simplement sorti de son contexte. Est-ce que c'était une erreur ou est-ce que c'était vraiment voulu et assumé? Alors là, ça appartient vraiment aux médias qui l'a diffusé de le dire. Mais oui, c'est des cas de désinformation qui sont recensés. Ce qu'on recense le plus, c'est que même quand il y a des informations, c'est que c'est très difficile de rattacher directement ces cas de désinformation à une entité connue ou à une personnalité publiquement connue. Parce que ce qui s'adonne à polluer ou à créer un désordre informationnel, c'est des acteurs qui sont en ligne et qui l'expliquent par le besoin de communiquer ou de répondre aussi là à une autre type de désinformation qu'ils considèrent venant d'ailleurs. Aliou Amadou Diallo, comment se protéger contre la désinformation venant des sources officielles quand c'est très souvent vers elles qu'on se réfère pour avoir des précisions sur un sujet donné? Alors, je rappelle les bases, c'est la vérification, c'est de recouper l'information, c'est de vérifier l'information à la recherche des éléments factuels qu'on peut récolter par-ci, par-là, sur les déclarations faites par les autorités et comme faites par toutes les personnes sur les médias de façon générale. Et donc, la désinformation, qu'elle vienne des sources officielles ou qu'elle vienne des sources officielles ou qu'elle vienne de n'importe où, c'est qu'on peut la contrer, la démonter, que si on parvient à avoir des éléments factuels qui nous permettent de dire que c'était une désinformation et voici les éléments qui démontrent que c'est une désinformation. Donc, qu'elle vienne des sources officielles ou non,
il est important d'affronter cette désinformation aux éléments factuels qu'on peut prendre par-ci, par-là. Et vu qu'on est conscient que la désinformation peut venir aussi des sources officielles, c'est de se dire, attention, toutes les informations officielles ne sont pas des informations vraies et vérifiées, toujours d'avoir un recul, même si ces informations viennent des sources officielles, et d'essayer de les consommer avec un esprit critique. Les vérificateurs, les fact-checkers sont quand même des personnes vers lesquelles on peut se tourner pour pouvoir vérifier telle ou telle déclaration faite par telle ou telle personnalité publique ou par telle ou telle structure reconnue en la matière. Merci à vous, Aliou Amadou Diallo. Vous étiez en ligne avec nous de Bamako. Je rappelle que vous êtes de la plateforme de vérification d'informations Bembere au Mali. Bembere qui est partenaire de ce programme de lutte contre la désinformation en Afrique de l'Ouest. Nous en venons à la dernière partie de ce programme, la rubrique fact-checking. Nous nous intéressons dans ce numéro au nombre de cas de divorce au Sénégal, des chiffres largement partagés sur les réseaux sociaux attribués à l'Agence nationale de la statistique et la démographie parlent d'un peu plus de 126 000 cas de divorce par an, soit près de 350 divorces par jour. Mais qu'en est-il exactement ? Pour en discuter avec moi, Djouma Faye, ingénieur, statisticien et démographe. En ligne également, Djenaba Chomban, journaliste à Africa Check, plateforme de vérification des faits. Djenaba Chomban, vous avez vérifié ces chiffres de cas de divorce au Sénégal. En ligne aussi, Kiné Ndiaye, vous êtes coach en relations sentimentales, fondatrice de Cassie Solutions, agence de coaching en relations sentimentales et personnelles. Un peu plus de 126 000 cas de divorce par an, soit près de 350 divorces par jour. Un divorce toutes les 4 minutes, des chiffres qui seraient de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal, l'ANSD. D'abord, Djouma Faye, vous qui êtes ingénieur statisticien et démographe, vous suivez régulièrement l'ANSD. Qu'en pensez-vous ? Dès lors que moi je ne connais pas d'où viennent ces statistiques-là, par conséquent je ne pourrais pas du tout me prononcer là-dessus. Mais ce qui est sûr et certain est que ces statistiques ne viennent pas du tout de l'ANSD. Parce que récemment, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie a publié son rapport provisoire sur le 5e recensement qu'il a organisé en 2023. Et que malheureusement, cet effectif de divorce n'apparaît pas du tout dans ce rapport-là. En tout cas, ça ne vient pas de l'ANSD. Peut-être si ça vient d'une autre institution, peut-être qu'ils ont leurs statistiques à eux. Mais ce qui est sûr et certain est que du côté de l'ANSD, vraiment, j'infirme quoi. À la date d'aujourd'hui, Djouma Faye, quels sont vraiment les chiffres dont dispose l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et la démographie du Sénégal, sur la question ? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre de quoi il s'agit, cet effectif de nombre de divorcés au Sénégal. En fait, dans le cas du recensement de 2023, effectivement, il y avait une variable qui a été captée qui s'appelle la situation matrimoniale. Et cette variable-là contient un certain nombre de modalités, notamment les célibataires, mariés, divorcés, veufs ou veuves, séparés ou en union libre. Donc, pour chaque individu âgé de 12 ans ou plus, on cherchait de savoir dans quelle modalité il fallait loger cette personne-là. Et du coup, au terme de ce recensement, on peut savoir effectivement à l'ANSD le nombre total de célibataires qu'il y a eu au Sénégal en 2023 et le nombre de mariés qu'il y a eu au Sénégal, le nombre total de personnes divorcées qu'il y a eu en 2023, le nombre total de veufs et veuves qu'il y a eu au Sénégal, le nombre total de séparés, également le nombre total de personnes qui sont en union libre qu'il y a eu au Sénégal en 2023. Mais il faut faire la part des choses. Alors quand on dit le nombre total de divorcés qu'il y a eu au Sénégal en 2023, ça ne veut pas dire le nombre total de divorcés observés uniquement à l'année 2023. En fait, il s'agit du nombre total de personnes qui se sentent être divorcées au Sénégal en 2023. Et dans cet effectif-là, on a des personnes qui sont divorcées en 2022, en 2021, il y a cela peut-être 5 ans, il y a cela 10 ans, il y a cela même 20 ans, qui jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'année dernière, au mois du recensement, se considéraient comme étant des divorcés. Donc, on a comptabilisé tout cet effectif de personnes divorcées qu'il y a eu au Sénégal, qui fait aujourd'hui, en tout cas selon les statistiques de l'ANSD, un nombre de 158 724, qui est vraiment différent de l'effectif que tu viens de parler. Djenaba Chomban, vous êtes journaliste à Africa Check, plateforme de vérification des faits. Vous avez vérifié ces chiffres de cas de divorce au Sénégal. Qu'en est-il exactement ? Alors, donc il faut dire que cette nouvelle refait surface sur les réseaux sociaux en 2024.
mais elle avait déjà circulé sur les réseaux sociaux au Sénégal depuis 2021, novembre 2021. Donc, nous, à Africa Check, on a travaillé sur ce chiffre-là en début 2022. L'article sur lequel j'ai travaillé a été publié en début 2022. Donc, lorsqu'on a vu le chiffre, on s'était dit, ouais, 345 divorces par jour, c'est quand même énorme. Donc, c'est ce qui a attiré notre attention pour travailler sur cette nouvelle-là. Alors, Djenaba Chomban, d'où partent ces chiffres de 126 000 cas de divorce au Sénégal par an? Alors, il faut savoir que ces chiffres, les 126 286 divorces, le chiffre existe. Ça vient du rapport de l'ANSD sur la population de 2013. Mais l'ANSD, elle a publié ce chiffre-là, ce chiffre ne concerne pas le nombre de divorcés en 2013. Lorsque nous avons contacté l'ANSD, elle a bien dit que oui, ce chiffre venait d'eux, mais ça concerne le nombre de personnes qui ont répondu qu'ils étaient divorcés lors de leur enquête. Et ces personnes peuvent être divorcées en 2006 ou bien 2007 ou bien même, en tout cas, avant la publication de leur rapport qui date de 2013. Et si vous voyez, même sur les plateformes de l'ANSD, le dernier rapport sur la population de 2023 qui a été publié en 2024, un nouveau chiffre sur des personnes qui ont répondu qu'ils étaient divorcés lors de l'enquête a encore été publié par l'ANSD. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le chiffre existe, mais il concerne juste le nombre de divorcés qui ont répondu à l'enquête de l'ANSD en 2013 et ne peut pas être considéré comme le nombre de divorcés au Sénégal en une période assez donnée. Ça ne représente pas le nombre de divorces en une année. Et cette donnée ne peut pas être utilisée pour renvoyer au nombre de divorces par jour au Sénégal. Parce que les personnes qui ont dit que 345 divorces par jour, ils ont divisé le nombre 126 286 divorces par le nombre de jours qu'il y a dans l'année. Donc, ce n'est pas correct de diviser ce chiffre-là par le nombre de jours dans l'année pour dire qu'il y a 345 divorces par jour au Sénégal. Djenaba Chomban, vous qui avez enquêté sur le sujet, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des chiffres exacts sur le nombre de divorces au Sénégal par an? Nous, on a essayé d'aller un peu plus loin pour voir est-ce qu'il existe des données sur le nombre de divorces au Sénégal. Et on s'est heurté à un mur. Le mur, c'est qu'il n'y a pas de statistiques fiables au Sénégal sur le nombre de divorces par an. Et selon la loi, un divorce, c'est une rupture du contrat de mariage, des liens conjugaux qui a été prononcé par un juge. Et selon la sociologue que nous avons contactée dans le cadre de notre article, tous les mariages au Sénégal ne finissent pas devant un tribunal. Il y a des mariages qui sont terminés sans que le juge ne prononce la rupture. Ça s'appelle la répudiation. Et même au niveau du tribunal de Dakar, le tribunal des instances de Dakar où sont prononcés les divorces, eux aussi, ils n'ont pas des données sur le nombre de divorces qui sont prononcés par jour sur une durée. Les divorces sont consignés dans un registre et ce registre-là n'est pas numérisé. Et il y a certaines parties de ce registre-là qui ne sont plus disponibles. Juste pour dire qu'il n'y a pas de données fiables sur le nombre de divorces au Sénégal par jour sur une durée. Et même la direction de l'État civil du Sénégal que nous avons interrogé dans le cadre de notre article ont relevé cela. Les personnes, même lorsqu'ils divorcent, ils ne viennent pas au niveau de l'État civil pour signaler cela. Tout ceci montre qu'il n'y a pas de données fiables sur le divorce au Sénégal. Ndjouma Faye, que faire quand on tombe sur une telle information? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de statistiques, d'informations qui circulent à travers les réseaux sociaux, mais dès lors qu'on dit que cette donnée-là vient de l'ANSD et que malheureusement, ce n'est pas une donnée vraisemblable, je pense que la moindre des choses, c'est vraiment de se rapprocher des autorités de l'ANSD. Effectivement, au sein de l'ANSD, il y a plusieurs directions. Il y a vraiment une direction qui s'occupe vraiment de tout ce qui est diffusion des données. Je pense que donc se rapprocher de l'ANSD permettrait à un quelconque journaliste, bien une personne intéressée, d'avoir la bonne information qui est publiée par l'ANSD. Djenaba Chomban. Toujours se référer aux sources. Ils ont cité, dans le cadre de cette nouvelle, ils ont cité l'ANSD, toujours se référer aux sources. Est-ce que l'ANSD a publié ce chiffre? Et essayer de voir si, même si l'ANSD a publié ce chiffre, à quoi cela réfère. Si on arrive à faire cela, on peut se protéger contre la désinformation. On va terminer par vous, Kine Ndiaye. Vous êtes coach en relations sentimentales, fondatrice de Cassis Solutions, agence de coaching en relations sentimentales et personnelles. Avec vous, on essaiera de comprendre l'augmentation des cas de divorce, mais pas bien sûr à la proportion de 126 000 cas par an. D'abord, est-ce que vous êtes régulièrement confronté à cela dans l'accompagnement des personnes que vous suivez?
Oui, bien sûr, Alpha, bien sûr. Récemment, déjà, j'ai eu à accompagner une femme qui voulait divorcer. Donc, je lui ai proposé déjà de donner une chance déjà à leur couple pour voir. Et après, maintenant, s'il n'y a pas d'issue, là, vraiment, je vais l'accompagner, voilà, à divorcer à l'amiable. Après quelques séances maintenant, je m'étais rendu compte que ça devenait vraiment dangereux pour elle, tout simplement, de rester dans le couple. C'est là que maintenant, je l'ai accompagnée pour une rupture à l'amiable. Donc, je rencontre, je veux dire, de façon récurrente même, je veux dire, voilà, ce type de situation-là. À partir de quel moment, coach Kine Ndiaye, dans une relation, on en arrive à un divorce? Bon, c'est juste des attentes non satisfaites. Hein. Voilà. Si on essaie de voir d'une façon générale, c'est juste des attentes non satisfaites. Au début, les deux parties ont des attentes bien précises et au fur et à mesure qu'ils avancent, la non-satisfaction de leurs attentes, que ce soit au niveau sexuel, financier ou émotionnel, dégrade la relation jusqu'à la rupture. C'est tout simplement ça. Comment expliquer l'augmentation des cas de divorce, encore une fois, même comme on n'a pas encore atteint la proportion de 126 000 cas par an au Sénégal, contrairement à ce qui se dit? Oui, parce que vous savez, au début, on peut être sur la même longueur d'onde, d'accord? On peut avoir les mêmes attentes. Mais au fur et à mesure que le couple avance, il faut savoir que c'est que les attentes évoluent. Par exemple, l'autre peut atteindre, je peux dire, un certain niveau et maintenant laisser l'autre derrière. Et ça, parfois, ça pose problème. Ou bien aussi, les attentes peuvent changer. Et ça aussi, on ne prend pas compte de ça. Parce que parfois, la personne que tu avais connue il y a 10 ans, 5 ans, c'est pas 3 ans, elle peut évoluer. Et parfois, même si on ne se rend pas compte de ça, je veux dire, et qu'on ne voit pas que la personne est en train de changer, là aussi, voilà, ça peut tout simplement, je peux dire, amener au divorce. Alors, comment mieux se préparer et surtout mieux gérer sa relation sentimentale pour ne pas en arriver au divorce? Bon, surtout établir les bases. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on ne prend pas le temps de mieux se connaître. On ne prend pas le temps de savoir de connaître les attentes de l'autre. On ne prend pas le temps pour voir si on est sur la même longueur d'onde. Donc ça aussi, parce que parfois, on n'a même pas la même vision du couple. Moi, je peux venir et dire que, OK, je vais me marier, mais voilà, je suis indépendante, donc je n'ai pas à rester à la maison, à ne pas préparer quoi et quoi. Et mon mari peut dire, non, moi, je veux une femme qui reste à la maison. Et là, déjà, il y a un souci. Donc, il faut avoir des bases et avoir la même vision du couple, avoir les mêmes valeurs pour qu'on puisse vraiment construire quelque chose à durée indéterminée. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, nous, par exemple, les critères de base. Il y a des critères, par exemple, qu'on peut déroger. Donc, il faut savoir différencier, voilà, quels sont vos critères de base et les critères de base de l'autre pour qu'on puisse savoir sur quoi on peut déroger ou bien sur quoi on ne peut pas déroger, tout simplement. Une fois les bases établies, coach Kine Ndiaye, est-ce qu'il y a une forme de secret pour résister sur la durée? Déjà, ce que je conseille souvent aux couples, c'est de faire des bilans de couple. Parce que ce que je vois est qu'on ne fait pas d'évaluation. Par exemple, on n'est pas là à se dire que, OK, on a fait une année, on va voir maintenant ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on doit changer. C'est que le couple doit savoir, je peux dire, faire des bilans de couple. Ça aide à ce que qu'on puisse, je peux dire tout simplement comprendre le mindset de l'autre, qu'on puisse voir est-ce que, voilà, il y a quelque chose qui est là, un besoin qui n'est pas encore satisfait et qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça. C'est que ces bilans-là permettent au couple tout simplement de rebondir en tout cas sur certains problèmes déjà ou bien en tout cas de pouvoir innover ou bien rénover si on voit que l'autre a évolué de par ses besoins sexuels, émotionnels ou bien c'est pas intellectuel. Voilà, il faut toujours faire des bilans pour qu'on puisse être tout le temps sur la même longueur d'onde et surtout garder cette alchimie-là. Merci à vous, Kine Ndiaye. Vous étiez en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes coach en relations sentimentales, fondatrice de Cassie Solutions, agence de coaching en relations sentimentales et personnelles. Merci aussi à vous, Ndjouma Faye. Vous êtes ingénieur statisticien et démographe. Merci aussi à vous, Djenaba Chomban, journaliste à Africa Check, plateforme de vérification des faits. Vous avez vérifié les chiffres sur les cas de divorce au Sénégal qui ont fait l'objet de notre discussion. Et nous arrivons donc au terme de ce 4e numéro de votre émission Triangulons l'info, programme contre la désinformation en Afrique de l'Ouest en partenariat avec West Af News à Dakar au Sénégal et Bembéré au Mali. Émission à suivre par quinzaine sur la West Africa Democracy Radio 94.9 FM à Dakar. Vous pouvez également retrouver sur nos différentes plateformes en ligne, Facebook, Instagram, YouTube, X, ex-Twitter et sur celle de nos partenaires West Af News et Bembéré. Triangulons l'info, c'est une analyse, une vérification approfondie des sujets d'actualité, mais aussi une tribune de partage d'expériences sur la lutte contre la désinformation avec nos partenaires West Af News et Bembéré.
mais aussi des experts et des acteurs au cœur de la lutte contre la désinformation. Merci à tous nos invités et merci à ma collègue Essouli Djedjou qui a contribué à la réalisation de ce programme. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de votre émission Triangulons l'info. Et d'ici à là, portez-vous bien.